Ce matin sur la première, 65 ans pour tous, hommes et femmes, cette égalité face à la retraite est l'une des mesures annoncées hier par Alain Berset dans le cadre de la réforme de la prévoyance vieillesse du Conseil fédéral. Certains l'attendaient avec impatience, d'autres la craignent, la retraite qui provoque toujours à chaque coup des sentiments ambivalents. Plutôt que d'imposer une date limite, 65 ans, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt flexibiliser le passage à la retraite? Plus généralement, est-ce qu'il ne faut pas tout simplement là aussi repenser totalement notre rapport au travail, cette interaction entre temps du labeur, temps du repos, temps du loisir, temps de la réflexion. Le plaisir pour en parler d'accueillir Astrid Stuckelberger. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes docteur en psychologie, chargée de cours à l'Université de Genève, présidente du GINA, c'est la Geneva International Network on Aging, donc spécialiste de l'âge, spécialiste de la vieillesse. Vous venez de publier aux éditions Favre d'ailleurs, Longévité et guide des médecines anti-âge. Cette limite, 65 ans pour tous, hommes et femmes, est-elle trop normative à vos yeux ? D'abord, c'est un progrès parce que ça va dans la politique européenne actuellement, où l'OECD a publié un rapport cette année qui dit qu'il faut absolument que tous les pays en Europe augmentent l'âge de la retraite, que ça c'est bien, qu'il y a d'ailleurs 28 sur 34 pays de l'OECD qui sont déjà en train de planifier ou en train de faire une réforme de la retraite. Donc je crois que M. Berset a été tout à fait dans la ligne de la politique européenne. Maintenant, la façon de le faire, je pense qu'on peut repenser effectivement. Il y a beaucoup de modèles de retraite. Là, beaucoup de pays disent que faudrait faire une cotisation basée sur les années de travail égale des années de cotisation par rapport à des années de retraite. Et par exemple, de faire que on doit travailler 40 ans, mais si on commence à 17 ans parce qu'on est un ouvrier, on peut s'arrêter avant. On peut aussi faire un genre de menu à choix de notre retraite où on travaille, on se forme, on arrête, on fait des années sabbatiques. Et puis, on peut choisir un peu l'année quand on va prendre sa retraite. D'ailleurs, en Europe, la politique, elle est plutôt à dire on fait sauter l'âge de la retraite dans la façon d'être obligatoire et dire chacun peut continuer à travailler s'il veut et personne ne peut l'obliger à prendre sa retraite ou en tout cas ne pas être employé. Bon, là, vous refixez quelque part une autre limite arbitraire qui est celle de dire, on va bosser 40 ans. Avec alors plus ou moins de coefficient de pénibilité selon qu'on soit ouvrier ou dans le secteur tertiaire. Mais pourquoi 40 finalement? Là, c'est une autre limite arbitraire, non? Non, c'est des calculs d'économistes qui ont calculé qu'avec l'espérance de vie, on devrait cotiser. Mais il y a des pays qui sont à 30 ans, 32 ans d'obligatoire de cotisation pour toucher une pension pleine. Et par exemple, en France, ils sont autour des 40. Dans la plupart des pays européens, ils sont déjà autour des 40 ans de cotisation obligatoire pour avoir une pension complète. Donc ça, c'est des calculs purement économiques, là, oui. Oui. Donc éventuellement, un ouvrier qui aurait commencé à 16 ou 17 s'arrêterait avant 40 ans, donc quelque part vers 55 ans. Ce serait normal, selon absolument. Oui, ça pose des questions d'égalité parce que effectivement, la pénibilité du travail de quelqu'un qui est sur le chantier avec des risques de santé au travail, on sait par les recherches scientifiques que sa santé, son état de santé est moins bon que d'autres travaux, par exemple dans les bureaux. Donc ça, c'est un problème d'égalité qu'il faut régler. Il faut aussi régler par rapport aux femmes le fait que les femmes, elles travaillent moins, bien qu'elles travaillent beaucoup plus qu'avant. Il y a une augmentation, mais qu'elles éduquent leurs enfants ou l'homme. Et Dieu sait que c'est un travail pas souvent facile. Non, et puis il y a un problème de retraite. Ruth Dreyfus avait mis sur pied les bonus éducatifs, aussi de régler les problèmes des divorces, des familles monoparentales. Que ce soit homme ou femme, il faut aussi régler cette cohésion sociale et pas juste dire on est égal à 65 ans, l'homme et la femme prennent sa retraite. Il faut aussi voir l'égalité des salaires, voir l'égalité par rapport à l'éducation et le travail informel que font la plupart des femmes actuellement, mais aussi des hommes. Alors Astrid Stuckelberger, vous y allusion à cette idée-là auparavant. Le modèle est peut-être trop linéaire, on se forme, on bosse, et ensuite on prend notre retraite. Vous dites qu'il faut des temps d'arrêt, des temps où on reprend, des temps... Dites-nous un peu ce que vous pensez là. Oui, en fait, la vie unidirectionnelle, d'avoir un patron, une vie, un patron, d'avoir une éducation, ensuite passer dans le monde du travail, c'est un peu fini ça. C'est-à-dire qu'on a maintenant des vies qui ne sont pas unidirectionnelles.
on commence à se former. Ensuite, le monde change très vite. On doit se reformer. La formation continue, elle explose dans toutes les universités et dans les HES aujourd'hui. Et puis ensuite, on change de travail. On le voit, il y a des périodes de chômage, on se réinsère, on recommence. Et ça devient plus une normalité qu'avant. Il ne faut pas se baser sur le siècle dernier pour faire des politiques, mais sur ce qui se passe actuellement dans la vie des gens. Et dans la vie des gens, c'est vraiment qu'on n'a pas juste un travail toute sa vie. Bien sûr que ça existe. Mais donc il faut repenser pour aider les gens à réorganiser leur vie, puis aussi avoir des choix, parce qu'on a plus de choix qu'avant. Parce que le chômage, c'est pas un choix, j'allais dire. Alors comment choisit-on les périodes où on fait des pauses, on va dire? Comment on choisit les périodes où on se ressource, où on réapprend peut-être quelque chose d'autre? Comment voyez-vous les choses là? Si vous êtes... D'abord, le chômage, c'est vraiment pas souvent un choix. On voit les licenciements massifs. Donc, il y a des situations où on est obligé de repenser son futur, de repenser est-ce que je vais continuer dans le secteur bancaire ou est-ce que je vais choisir un autre métier. Et on peut le faire aujourd'hui, heureusement. Donc, en tout cas, de ce côté-là, les gens, ils devraient avoir une possibilité quand ils sont obligés. S'ils ne sont pas obligés, on peut aussi se dire, ils ont une année sabbatique, ça se fait dans l'académie, donc quand on a atteint un certain nombre d'années de travail, mais pourquoi pas dans le travail, il y a eu des modèles il y a eu des propositions en Europe de le faire, pourquoi pas dire, maintenant aujourd'hui, moi ce travail, il ne me plaît pas, j'aimerais dans les prochaines 10 années faire autre chose, je vais demander une année sabbatique. Est-ce que je vais être employée par ce travail ou est-ce que j'ai déjà trouvé un autre travail? Ça, c'est les passages, les ponts de sécurité pour être sûr qu'on ne va pas tomber dans la pauvreté. Imaginez combien ça coûte, une année sabbatique pour tous, c'est considérable. Oui, alors le financement de l'année sabbatique, ça c'est autre chose. Ça, il faut voir si c'est la personne elle-même qui contribue. Si elle est réemployée par le travail, il faut avoir des obligations de formation, etc. Donc on peut repenser ça, mais au moins qu'on ouvre le dossier et puis qu'on réfléchisse à vraiment la vie des gens, ce qu'ils vivent aujourd'hui. Avec leur crise, avec leur travail, avec aussi leur désir de faire autre chose et pas tout le temps être victime, si vous voulez, du marché du travail. L'année sabbatique, elle paraît peut-être envisageable dans le monde du tertiaire ou du quaternaire. Dans le monde académique, disiez-vous, c'est déjà possible. Pour les ouvriers, pour le secondaire, l'année sabbatique, franchement, est-ce que c'est pensable? Effectivement, il faudrait... disons, les entreprises elles-mêmes, elles se modernisent. La technologie, elle fait partie de notre vie aujourd'hui. Elle progresse énormément et pourquoi pas penser de muter les gens dans d'autres lieux de travail. Il y a des modèles, en fait, finlandais qui ont été appliqués pour les travailleurs, ils appellent ça vieillissant, mais moi, j'aime pas toujours ce mot. Appliqué au travail, c'est un peu discriminatoire, mais au bout de 10 ans de faire la même chose, vous pouvez peut-être dire, moi je veux avoir une autre place de travail, négocier avec l'employeur, dire, moi j'aimerais travailler beaucoup plus avec la technologie, mais je ne suis pas au point, donc je vais faire une formation, je vais dans une succursale à l'étranger, et puis je reviens, et faire une négociation qui serait beaucoup plus... et ça vaut pour les ouvriers, ce modèle finlandais vaut aussi pour les ouvriers sur place? Oui, parce que en fait, le modèle finlandais, ce qui est assez beau c'est qu'il fait très attention à la santé en entreprise et il analyse et il a une grille d'analyse, des indicateurs pour dire, écoutez, là, la place de travail, elle est toxique, il faut changer cet ouvrier parce qu'il est dans un milieu où il respire des toxiques et pas avoir après des procès sur le dos quand les gens sont déjà malades avec un cancer. Donc, ils ont des indicateurs pour dire, ça, c'est un travail de pénibilité qui va l'amener à avoir des problèmes de dos, des problèmes ostéo-articulaires. Donc, modifions. Et d'ailleurs, il va travailler mieux, il y aura et moins d'absentéisme. Et ça a été prouvé. Tout le monde y gagne, et l'entreprise d'abord, évidemment.